Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Jonathan Pratt et je suis le directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines. Aujourd'hui, en ce mercredi 24 septembre 2025, ça me fait très plaisir de recevoir en fait notre première conférencière ou la première personne qui va donner le tout premier webinaire de la série de webinaires en collaboration entre le réseau pour avancer la recherche en maladies rares, donc le RARE-QC, et le RQMO. Et j'ai nommé Camille Bouchard. Donc, Camille Bouchard, bonjour. Bonjour, Oui, comment vas-tu? je vais bien vous? Ben oui, ça va très bien, merci. Puis tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Donc, Camille, en fait, c'est ça, j'allais dire, tu es étudiante au doctorat en médecine moléculaire dans le laboratoire là, du professeur, là, je ne veux pas me tromper, Jacques P. Tremblay à l'Université Laval. Puis tu vas nous parler de dyspherlinopathie. Donc, ouais, donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots avant d'aller dans la présentation? Oui, je m'appelle Camille, je suis étudiante, comme vous l'avez dit, au doctorat en médecine moléculaire à l'Université Laval. Puis, ma recherche est sur la dyspherlinopathie, une maladie qui m'intéresse particulièrement puisqu'elle touche des membres de ma famille. Puis, je vais vous présenter un petit peu là, le projet de doctorat que j'ai débuté. Ben oui, puis écoute, dans une série précédente là, qu'on a faite avec un autre réseau thématique, on t'a déjà vu à l'œuvre pendant notre mois de zébrier l'année passée, donc tu nous en avais parlé quelque peu. Donc c'est sûr que moi, je suis très là, fébrile là, à voir justement l'avancée de tes travaux. Donc sans plus tarder, ben, on va y aller de l'avant. Juste simplement dire aux gens qui nous suivent, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Facebook, ou même par le lien StreamYard, puisque maintenant on peut s'inscrire directement pour voir les webinaires. Vous pouvez, dans la section commentaires, donc sous la vidéo, vous pouvez écrire vos commentaires ou vos questions en temps réel et on va y répondre en fait à la fin de la présentation seulement pour faciliter les choses. Donc voilà. Fait que ceci étant dit, ben, Camille, on y va. Je te laisse toute la place, donc bonne présentation. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de mon projet de doctorat, puis aussi de la maladie sur laquelle je travaille. Donc, le titre est La dyspherinopathie, une dystrophie musculaire affectant le muscle strié. C'est un titre assez compliqué, donc on va le décortiquer ensemble. Donc, la dyspherinopathie, c'est une dystrophie musculaire. Qu'est-ce que c'est une dystrophie musculaire? C'est une maladie génétique qui affecte les muscles. Puis, dans cette maladie-là, les muscles deviennent de plus en plus faibles et peuvent se détériorer avec le temps. Il existe différents types de dystrophie musculaire. Ici, je vous ai encadré la dystrophie musculaire des ceintures, puisque la dyspherinopathie fait partie des dystrophies musculaires des ceintures. Il en existe plusieurs types, puisque chacun est associé à un gène différent, mais leur point commun, c'est qu'ils affectent des muscles situés autour des ceintures scapulaires puis pelviennes. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus en détail sur les muscles affectés. Donc, on a dit que ça affectait le muscle strié. Donc, notre corps est composé des muscles lisses et des muscles striés. Les muscles lisses, c'est par exemple les muscles qu'on a dans notre système digestif, alors que les muscles striés, c'est ceux qu'on va reconnaître les muscles squelettiques, puis le muscle cardiaque. Ces muscles-là ont une forme différente, donc ils sont plus sous forme de fibres. Puis, dans le cas de la dyspherinopathie, toutes les personnes atteintes sont atteintes à leurs muscles squelettiques. Donc, on parlait des épaules ou des hanches, des cuisses. Puis, il y a 3% des personnes qui sont atteintes de dyspherinopathie qui ont aussi une affectation cardiaque. Donc, la dyspherinopathie a aussi d'autres noms. Elle portait avant le nom de la dystrophie musculaire des ceintures de type 2B, qui est devenue ensuite la dystrophie musculaire des ceintures de type R2. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Donc ça affectait les cuisses en premier. Il y a aussi des gens qui ont reçu le diagnostic de myopathie de Miyoshi, qui lui affecte d'abord les mollets. Finalement, ces deux diagnostics-là ont été mis ensemble dans le terme dyspherlinopathie parce que après quelques années, l'affectation devient pareille pour l'un ou pour l'autre. Donc, peu importe le premier muscle qui a commencé à être affecté, ça devient pareil. Puis, c'est causé par des mutations dans le gène 10 qui code pour la protéine dysferline. Donc, la dysferline, elle sert à réparer les membranes de nos muscles squelettiques. Donc, ici, vous avez un petit muscle
Puis, vous voyez que le muscle est fait avec des fibres. Puis chaque fibre est faite de des cellules. Puis lorsqu'on zoome à l'intérieur de la cellule, on peut voir que dans le noyau de la cellule, on a de l'ADN. L'ADN, partout dans toutes nos cellules de notre corps, on a la même recette pour fabriquer notre corps au complet. Les gènes servent à fabriquer des protéines différentes. Puis ici, vous pouvez voir sur notre gène qu'on a un petit drapeau qui sert à identifier que dans nos cellules, on est dans une cellule de muscles, on va exprimer les gènes des muscles. Donc ici, là, on peut voir que notre gène va être exprimé dans nos cellules de muscles, puis il va servir avec plusieurs étapes à transformer notre ADN en une protéine. Donc on sert du gène sous forme d'ADN qu'on va transformer en ARN, puis ensuite en une chaîne d'acides aminés qui va devenir la protéine, ici la dysferline. Puis, je vous parlais de nos fibres. Donc, la dysferline, elle, son travail, c'est d'aller réparer la membrane autour des muscles. Donc, ces cellules-là, autour, elles ont une membrane qu'on peut voir là, l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Puis, lorsqu'on fait de l'exercice, nos muscles, là, les fibres sont un petit peu comme ça. Puis, lorsqu'on va faire de l'exercice, on va avoir un bris de nos fibres. C'est lors de ces bris-là que ça permet une réparation pour que nos fibres deviennent plus fortes, donc que nos muscles soient plus forts. La dysferline, son travail, c'est lorsqu'il y a un bris comme ça, la membrane va être brisée, il y a du calcium qui va entrer à l'intérieur de nos cellules, puis qui va faire le message à la dysferline d'aller chercher des petites bulles qu'on appelle des vésicules qui sont faites de la même matière que nos membranes de nos muscles. Donc, elle va aller chercher ces vésicules-là pour les rattacher à la membrane pour la réparer. Puis vous pouvez voir ici que ça fait un cycle. Donc, on fait de l'exercice, on brise un petit peu nos membranes, la dysferline va aller les réparer, puis c'est comme ça que nos muscles vont gagner en force. Les personnes qui ont la dysferlinopathie, ils n'ont pas de dysferline ou leur dysferline ne fonctionne pas. Donc, il ne servira pas à les réparer, ce qui fait que lorsqu'on a un bris comme ça, le calcium va continuer d'entrer, puis la cellule va éventuellement se détériorer, ce qui fait que les muscles vont perdre de la force plutôt qu'en gagner. Comment est-ce qu'on peut avoir une dysferlinopathie? Mais c'est une maladie qui est héréditaire. Donc, il existe deux formes de maladies héréditaires. Il y a les maladies héréditaires qui sont dominantes, puis il y a celles qui sont récessives. Pour une maladie dominante, le parent a le gène malade, puis il va le transmettre à son enfant. Donc, le parent est malade. Souvent, il n'a pas encore développé de symptômes ou il peut les avoir développés. Puis, il va transmettre son gène malade à son enfant, ce qui fait que l'enfant va automatiquement, s'il a reçu le gène malade, il va lui aussi être malade. La dysferlinopathie, elle, c'est une maladie qui est récessive. Donc, on a un autre mode de transmission ici. Il faut deux parents porteurs. Donc, les parents sont porteurs, mais pas nécessairement malades. Ils vont être ce qu'on appelle parfois des porteurs sains. Donc, ils vont avoir un gène malade puis un gène qui n'est pas malade. Lorsque deux parents sont porteurs d'une mutation dans le même gène, ils vont pouvoir là, transmettre la maladie à leur enfant. Donc, ici, vous avez un petit schéma. Puis, il y a une chance sur 4 que si les deux parents sont porteurs d'une mutation dans le même gène, que l'enfant soit atteint de la maladie, donc qu'il ne soit pas seulement porteur sain, mais qu'il soit malade, affecté par la maladie. Donc, comme je vous disais, la dysferlinopathie, c'est une maladie qui est récessive, ce qui nécessite que chacun des parents soit porteur d'une mutation dans ce gène-là pour que l'enfant soit atteint. Je vais vous faire un petit aperçu de la vie d'une personne affectée par la dysferlinopathie. Donc, puisque c'est une maladie qui affecte la force des muscles, principalement des hanches en premier, la personne peut avoir de la difficulté à se lever soit d'un lit, d'une chaise ou de la toilette, ce qui va nécessiter le plus d'aide et plus de temps. Ça va être plus difficile de s'habiller aussi, enfiler des pantalons, mettre des chaussures, puis même se coiffer pour ceux que les épaules sont aussi affectées, donc lever les mains au-dessus de la tête, c'est plus difficile. Pour les déplacements, la marche est possible jusqu'à un certain stade, là, sur des distances plus longues jusqu'à plus courtes, puis avec de l'aide, par exemple, d'une canne, un déambulateur, des orthèses, puis éventuellement le fauteuil roulant. Ce qui est plus difficile, c'est surtout au début de monter les escaliers, puis de marcher sur des terrains qui sont irréguliers. Donc, à l'extérieur, par exemple, sur un terrain qui n'est pas plat.
Heureusement, il existe des adaptations, des ascenseurs, des rampes pour aider à ça. Mais je voulais vous sensibiliser que c'est une adaptation constante au changement d'autonomie qui varie là, au cours de la vie. Puis, un mélange de défis physiques, puis aussi de savoir s'organiser, planifier ses déplacements, puis ses activités. Ce qui existe comme traitement pour la dysferlinopathie, c'est d'abord un suivi médical, donc une surveillance régulière avec un neurologue ou parfois un autre professionnel de la santé. Pour les symptômes, donc on peut traiter la douleur musculaire, les troubles respiratoires si ces muscles-là sont affectés. Puis là, je vous parlais d'un petit pourcentage qui ont des difficultés cardiaques, donc ça aussi, ça peut être suivi en cardiologie. On a des traitements aussi en physiothérapie, ergothérapie, donc des exercices modérés pour maintenir la force et la mobilité. Des aides pour la mobilité, donc une canne, des orthèses, fauteuils roulants, déambulateurs, tout ce qui peut aider pour préserver l'autonomie. Puis l'adaptation du domicile ou du lieu de travail ou du véhicule, par exemple, pour permettre là, aux gens de faire les activités qu'ils désirent continuer à faire. Puis les traitements potentiels en développement. Donc, il y a certains scientifiques qui ont étudié l'effet des corticostéroïdes, qui, eux, sont utilisés pour aider dans la dystrophie musculaire de Duchenne. Mais les conclusions là, de ces études-là sont que l'efficacité est limitée, puis quand même controversée parce que dans certains cas, ça pouvait nuire plutôt qu'aider. Donc, ce qui est développé là, comme traitement potentiel, il y a des thérapies géniques qui visent à remplacer ou à corriger le gène, puis aussi des thérapies cellulaires ou moléculaires pour aller essayer de reproduire un petit peu plus de dysferline ou de réduire, par exemple, la dégénérescence des muscles. Il y a aussi un soutien psychologique parce que parfois, ça peut être difficile de vivre des deuils, des activités que les gens pouvaient faire seuls qui ont maintenant besoin d'aide. Donc, en général, ce qui est traité, c'est les symptômes, mais pas encore directement la maladie. Donc, c'est là où s'en va la recherche. Donc, ce qu'on a comme recherche sur la dysferlinopathie, il y a une étude qui s'appelle Clinical Outcome Study, qui est fait mondialement, donc avec des patients en Europe puis aux États-Unis principalement. Puis ça vise à suivre l'évolution de la maladie, donc voir c'est quoi les biomarqueurs, par exemple, qu'on retrouve dans le sang, qu'est-ce qu'on peut voir dans les muscles, comment est-ce que la force va évoluer avec le temps. Puis ça va permettre d'avoir des données aussi pour les autres recherches qui s'en viennent pour développer des traitements. Présentement, en Alberta, il y a le développement d'une thérapie génique avec des oligonucléotides antisense qui est développé. Donc, je vous ai fait un petit schéma au bas. Notre gène de dysferline possède 55 parties qui s'appellent des exons. Puis ces parties-là vont s'emboîter ensemble. Donc, c'est important de conserver l'emboîtement de nos pièces comme ça. Donc, on a 55 exons. Puis, ce laboratoire-là vise à développer des oligonucléotides qui vont aller passer par-dessus les erreurs de lecture qu'on peut avoir. Donc, nos pièces de casse-tête, par exemple, sont une erreur dans la pièce numéro 26. Ça va faire que toute la suite sera plus lisible, donc la protéine ne pourra pas être fonctionnelle. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est que la pièce 26 et 27 sont emboîtées ensemble, puis ça permet, si on saute ces deux parties-là, ou la 28 et la 29 qui sont aussi emboîtées ensemble, ça permet de continuer à lire la fabrication de notre protéine jusqu'à la fin, puis d'avoir une protéine qui va être fonctionnelle, mais qui va manquer une petite partie au centre. Ces exons-là, donc 26 à 29, c'est environ 5 à 8 % des patients qui ont une erreur dans cette section-là. Donc, ça permettrait de traiter entre 5 à 8 % des personnes qui ont cette maladie-là. Mais pour d'autres erreurs qui sont ailleurs dans le gène, on travaille encore là, sur d'autres traitements. Donc, mon projet de doctorat, l'objectif, c'est de permettre aux muscles atteints de dysferlinopathie de fabriquer de la dysferline. Et puis, mon hypothèse, c'est qu'il y a un type de CRISPR-Cas9 qui s'appelle le prime editing qui pourrait corriger ces mutations-là pour permettre là, aux cellules de fabriquer leur dysferline. Donc, j'ai 4 étapes à mon projet. D'abord, de corriger l'ADN des personnes dans des cellules qui viennent de biopsies de muscles. Ensuite, lorsqu'on arrive à corriger notre ADN, je cherche un modèle de souris qui peut évoluer là, un peu comme l'humain avec la dysferlinopathie
pour ensuite aller comparer des méthodes de traitement dans les muscles. Puis, j'ai fait aussi le recensement des mutations qui sont responsables de différentes dystrophies musculaires des ceintures au Québec. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la méthode CRISPR-Cas9. C'est quelque chose que les scientifiques ont développé à partir de ce qui se trouve dans la nature, dans les bactéries. Donc, les bactéries ont un système immunitaire qui se défend contre les virus. Puis pour ne pas être infectés plusieurs fois par le même virus, une fois qu'ils sont infectés, ils vont reconnaître la séquence d'ADN pour la prochaine fois qu'ils vont être infectés, aller la découper. Il y a des scientifiques qui se sont dit, ça peut être utile ça, de reconnaître une séquence d'ADN pour aller la couper, ce qui est devenu la technologie CRISPR-Cas9. Donc, cette protéine-là qui sert à reconnaître une séquence pour la découper s'appelle Cas. Elle a différents numéros, différentes lettres. Je ne vous en parlerai pas en détail, mais cette protéine-là sert à reconnaître un ADN puis le couper. Donc, le prime editing est fait, c'est un type de CRISPR. Donc, il est fait à partir de la Cas9 nicase, qui, elle, va aller couper un seul brin d'ADN. On a attaché cette protéine-là à une rétrotranscriptase, qui, elle, sert à réécrire l'ADN. Puis, en rose, vous voyez un PEG-RNA, donc un Prime Editing Guide RNA, ça, c'est la séquence guide qui nous permet que tout notre ADN puis nos protéines soient bien attachées ensemble, puis qu'on ait la bonne séquence à copier. Donc, je vais les séparer en 4 étapes. L'étape 1, on a notre Cas9 en bleu ici qui reconnaît notre ADN près de l'erreur, qui va aller s'attacher au bon endroit. Ensuite, la même protéine va couper l'ADN près de notre erreur, ce qui va permettre à notre ADN de s'ouvrir. Puis, une fois qu'il est ouvert, il va aller s'attacher sur notre séquence en rose. Puis, ça va permettre à la rétrotranscriptase de réécrire l'ADN près de l'erreur, puis de le réécrire sans erreur. Donc, on a une séquence qui est en mauve, on voit un petit peu là en violet. Ça, c'est ce qui va être réécrit à partir de ce qu'on a donné comme séquence guide. Donc, on peut lui donner la séquence sans erreur pour qu'ensuite l'ADN soit réparé. Donc, vous pouvez voir qu'une fois réparé, on a un brin d'ADN qui est corrigé, puis on a un autre brin qui est encore celui original. Ce qu'on a observé, c'est que pour chaque mutation, on doit construire une séquence guide qui est personnalisée à la mutation. Donc, plusieurs personnes peuvent avoir la même mutation, ça peut servir pour plusieurs personnes, mais on doit personnaliser pour chaque section de l'ADN pour aller y mettre ce que je vous ai mis ici en bas. Vous voyez RTT et PBS. Donc, RTT, c'est l'endroit où quand notre ADN s'ouvre, il va aller s'attacher. Puis, PBS, c'est ce qu'on va recopier. Non, c'est l'inverse. Donc, le PBS, c'est là où on va aller s'attacher. Puis, le RTT, c'est ce qui va être recopié. Donc, on va recopier une séquence qui peut être d'une longueur différente. Puis, on peut aller s'attacher dans une séquence différente aussi. Donc, là, ici, prenez note là, qui sont inversés, RTT et PBS. Puis, à droite, vous voyez le graphique. Donc, RTT et PBS ont différentes longueurs. Puis, pour chaque personne, chaque mutation qu'on doit corriger, on va aller trouver la séquence qui est optimale. Donc, d'une mutation à l'autre, on doit s'ajuster. Une autre observation aussi, c'est que je vous parlais du brin qui est corrigé puis du brin qui est encore comme l'original. Donc, si on veut utiliser le brin qui est corrigé puis pas le brin original, il y a des techniques pour ça. Donc, si on va avec le petit ciseau ici là, qui représente une autre séquence qui va aller s'attacher pour couper sur le brin qu'on n'a pas corrigé. Donc, ça va aller couper un petit peu plus loin, ce qui va favoriser le fait que le brin qu'on a corrigé soit utilisé. Donc, ici, on peut voir que pour peu importe la longueur de RTT-PBS, notre technique d'aller couper qui s'appelle PE3 par rapport à notre technique de base qui s'appelle PE2, ça va doubler l'efficacité. Donc, on continue à utiliser cette stratégie-là dans nos expériences parce que ça double notre efficacité en général. Les résultats, concrètement, là, de ce que j'ai observé dans mon projet, c'est d'abord, j'ai reçu des cellules qui venaient des biopsies de peau parce que c'était plus facile à avoir. Donc, ça venait là, des patients avec différentes mutations. Puis, en général, ce que j'observais dans les biopsies de peau, ce n'est pas une correction qui était significative. Donc, on a ici là, un 1% puis un 8% de correction selon les différents paramètres qu'on a mis avant. Par contre, mon hypothèse, c'était que dans la peau, la dysferline n'est pas exprimée. Donc, possiblement que son ADN n'est pas disponible à aller corriger.
J'ai essayé ensuite avec des cellules qui venaient de biopsie de muscles. Puis là, on a confirmé l'hypothèse qu'il fallait que les cellules, ce soient des cellules musculaires pour être capable d'accéder à cet ADN-là. Donc, on est ici en moyenne 23%. On a jusqu'à 31% dans certaines expériences. Donc, c'est plus concluant que dans les biopsies de peau. On peut aussi créer des lignées de cellules de muscles avec une mutation de patient lorsqu'on n'a pas accès, par exemple, à des cellules de muscles de patients. Donc, ici, habituellement, on devrait voir les chiffres en bas, mais j'avais mis un cercle vert autour de la lettre qui est habituellement présente dans l'ADN. Puis, lorsqu'on a réussi à modifier, donc à insérer la lettre en rouge, on a créé la mutation de patient par la même technique qu'on la corrige. Donc, ça s'appelle l'électroporation, qu'on fait in vitro en laboratoire. Si vous êtes intéressé à avoir un petit peu plus de détails là-dessus, on a publié un article cette année sur la correction in vitro de ces mutations dans le gène de la dysferline avec la technique Prime Editing. Et la suite de mon projet, c'est d'étudier avec des souris pour voir comment est-ce qu'on peut aller corriger ces mutations-là. Donc, j'ai comparé 3 modèles de souris, des souris saines, des souris qui ont un grand manque d'une grande partie du gène de la dysferline, puis des souris avec une mutation de patient. Donc, je les ai observées de 25 à 50 semaines de vie. Vous pourrez voir qu'ici, on a les données jusqu'à 40 semaines parce que mon expérience est encore en cours. Donc, ce qu'on peut voir en général, c'est que les souris qui ont la dysferlinopathie restent moins longtemps agrippées lorsqu'elles doivent faire un peu comme les enfants au trapèze au parc. Donc, elles doivent se déplacer comme ça avec leurs petites pattes sur la grille. Donc, les souris saines restent plus longtemps. Puis, les souris, soit sans dysferline ou avec la mutation patient, vont rester moins longtemps. On voit ici là, une petite différence entre les mâles et les femelles. Donc, les femelles ont plus d'endurance pour ce test-là. Pour un autre test, on a mis une poutre ici, puis les souris traversent là, à partir d'une ligne au départ, puis une ligne à l'arrivée sur cette poutre-là. Puis on calcule le temps entre les 2 lignes, puis le nombre de fois où vous pouvez voir ici sur l'image que la patte, au lieu d'être sur le dessus de la poutre, glisse sur le côté, ce qui est expliqué là, par le manque de force des muscles des hanches. Donc, on peut voir ici que nos souris avec la dysferlinopathie ont besoin de plus de temps pour traverser, puis ont plus de glissement de pattes par rapport aux souris qui sont saines. Puis finalement, on met les souris dans cette petite cage avec une caméra au-dessus, puis on les laisse se déplacer de façon libre pendant 5 minutes. Ce qu'on peut voir, c'est que les souris avec la mutation sont moins mobiles, donc elles se déplacent moins, soit qu'elles font moins de distance ou qu'elles sont plus de temps vraiment immobiles. Donc, notre conclusion, c'est que les souris avec la mutation de patient ont des symptômes similaires aux humains à la dysferlinopathie, avec la dysferlinopathie. La suite du projet, c'est de comparer des méthodes pour aller porter le traitement jusqu'au muscle. Donc, ici, il y a une variété de méthodes qui sont écrites. Je ne vous parlerai pas en détail de ces méthodes-là, mais sachez qu'on les étudie pour tenter de livrer le Prime Editing jusqu'au muscle. Puis finalement, on fait une étude des mutations locales dans ce gène-là au Québec. Donc, on peut voir peut-être des effets fondateurs. Il y a une mutation aussi qui s'appelle la mutation acadienne qui est présente en Louisiane dans la population francophone qu'on observe aussi au Québec. Puis, on veut voir aussi si plusieurs personnes ont la même mutation avec un effet inconnu. Donc, on ne sait pas si c'est pathogène ou non. On va pouvoir faire une étude à plus grande échelle. Je vous invite aussi à, si vous avez une dysferlinopathie, à enregistrer votre mutation dans un registre. Donc ici, il y a celui de la Jain Foundation, qui est une fondation internationale. Ça vous permet de faire avancer la recherche, de participer aussi parfois en tant que patient partenaire. Ça nous permet aussi, nous, chercheurs, d'être reliés. Puis, ça vous permet d'être informés s'il y a des études ou des essais cliniques en cours. Pour tout ça, ça va donner un portrait global des mutations dans le gène. Donc ça, les gens ne savent pas toujours, mais les registres, c'est les patients qui peuvent s'enregistrer et non les médecins qui enregistrent les patients.
J'ai aussi mis ici quelques ressources pour les familles touchées. Donc, vous pouvez contacter ces ressources-là selon les besoins que vous avez. Par exemple, pour faire des adaptations de domicile, de vos lieux de travail. Si c'est des ressources là, pour les enfants, par exemple, pour adapter ou pour avoir un deuxième ensemble de livres pour la maison pour pas que l'enfant ait transporté un sac à dos s'il y a des difficultés à se déplacer. Donc ici, je vous liste plusieurs ressources que vous pourrez contacter. Puis, on a maintenant le RQMO puis le réseau RAR pour ajouter à ces ressources. Donc, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous voulez rester en contact, je vous ai mis un petit code QR avec ma page LinkedIn. Donc, vous pouvez rester au courant des résultats de recherche puis de nos publications. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais être là pour répondre. Bien, merci beaucoup, Camille. Écoute, c'était vraiment une belle mise à jour de ce que moi j'ai vu l'an passé, là, en février dernier. Je vous invite à ceux et celles là, qui nous regardent là, depuis le tout début ou qui se sont joints et jointes pendant la présentation à écrire des questions et des commentaires là, dans la section commentaires. Moi, je vois toujours rien là, qui s'est affiché. Fait que je pense que Camille, sinon, tu as été excessivement clair. Là. Tout était super bien expliqué. Écoute, peut-être pour la suite de ton projet, moi, j'ai juste une question qui me vient en tête parce que j'aimerais ça voir l'année prochaine, est-ce qu'on va te réinviter une troisième fois pour voir la suite, mais si jamais ça ne se produit pas, c'est quoi la suite pour toi dans le projet? Comment tu vois la poursuite de ton projet doctoral? Là, mon projet devrait se terminer probablement l'année prochaine. Et puis, mon projet, j'aimerais faire un postdoc sur vraiment plus le côté épidémiologique des dystrophies musculaires des ceintures. Donc, pas seulement la dysferlinopathie, mais il y en a près de 40 types. Donc, de voir un peu au Québec, c'est quoi le portrait de ces mutations-là, si justement on a des effets fondateurs dans certaines régions, si on a des VUS qui s'appellent, donc des variants qu'on ne connaît pas l'impact. Est-ce que ça peut tout s'agglomérer ensemble pour nous permettre de poser des diagnostics de des gens qui ont des mutations dans plusieurs gènes, qui ont des symptômes qui semblent être, par exemple, des dystrophies musculaires, mais qui ne sont pas identifiés. Donc, je pense qu'en faisant une étude un petit peu plus grande des mutations au Québec, ça permettrait de faire avancer nos connaissances sur les dystrophies musculaires. Est-ce qu'il existe un traitement présentement pour ces types de maladies-là où il n'y a vraiment absolument rien? Pour l'instant, les traitements, c'est surtout pour les symptômes. Okay. Éventuellement, on veut aller à la racine du problème qui est dans soit la génétique ou aussi, parfois, il y a des molécules qui peuvent venir aider pour combler le manque d'une protéine, par exemple. Donc, c'est les avenues qui sont étudiées. Puis, l'avenir nous dira qu'est-ce qui fait mieux, finalement, mais il y a des gens là-dessus. Excellent. Ben, écoutez, je vois pas de commentaires ni de questions, donc j'imagine qu'effectivement, c'était super très clair. De toute façon, si jamais il y en a, je vous invite à, en fait, ceux qui vont voir la présentation en rediffusion, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, YouTube, vous pouvez laisser toujours un commentaire là, sous la vidéo, puis ça nous fera plaisir là, de l'acheminer à Camille pour obtenir sa réponse, puis on pourra mettre la réponse justement en réponse de ce commentaire-là là, ou cette question-là qu'on reçoit. Donc, voilà. Puis, en fait, on a un commentaire de Christine Hiergeau, qui est justement responsable là, du réseau RARQC. Donc, il dit « Merci Camille pour cette excellente présentation. Félicitations pour ton projet de recherche et les avancées pour se rapprocher d'un traitement pour les personnes atteintes. Merci beaucoup, Christine. » Effectivement, là, c'est grâce au travail des étudiants-chercheurs et des chercheurs là, en maladies rares qui font avancer les connaissances qu'on peut justement espérer là, avoir ces traitements-là un jour. Donc, voilà. Donc, merci encore, Camille, pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir été là. Prochain rendez-vous, vous allez le voir de toute façon dans le petit vidéo de fin là, qui va suivre. Mais prochain rendez-vous, on va se retrouver le 13 novembre prochain. Et c'est professeur Éric Samaru qui va nous faire une présentation. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de dîner. Merci encore une fois, Camille.
Puis au plaisir de se retrouver lors du deuxième épisode de la série webinaire en collaboration avec RARQC et le RQM. Merci. Merci.